Bonsoir les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Payluropois sur la constitution de l'an 1, la troisième partie, troisième vidéo avec Fadi Kassem. Bonsoir citoyen. Bonsoir citoyen. Tu es prof d'histoire. Ouais, exactement. Tu as fait Sciences Po. Mhm. Et aujourd'hui, ce soir plutôt, on parle de la constitution de l'an 1 et de Robespierre, parce que derrière il y avait Robespierre, bien sûr. Et cette troisième vidéo, cette troisième partie, c'est le pouvoir législatif, le pouvoir de faire la loi, et la citoyenneté par rapport à cette constitution de l'an 1. Ouais, parce que là, on a parlé de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie du bloc de la Constitution. Et cette Constitution, elle va vraiment répartir le pouvoir au niveau du peuple. C'est très très clair d'ailleurs. C'est très très clair d'entrée. Déjà, on rappelle une règle de base, c'est que la République est une et indivisible. La République française est une et indivisible. Ça, c'est un élément central de la citoyenneté telle qu'elle est conçue comme un corps. Un corps au sein duquel chaque citoyen va pouvoir exercer le pouvoir à certains moments. Bon. Ce qui est important, c'est qu'à l'époque, effectivement, seuls les hommes peuvent être citoyens, mais tout homme est citoyen. Alors ça, c'est important. Voilà. Ça, c'est important. Tout homme peut être citoyen, et ça, c'est une rupture considérable. Parce que la Constitution de 1791, qui était dans le cadre de la monarchie, c'était un suffrage censitaire. Désormais, c'est un suffrage universel. Certes, seulement masculin, mais universel. Et il faut préciser que le citoyen, s'il dispose des droits, il peut les perdre. Il peut les perdre. Par exemple, si jamais il a la naturalisation en pays étranger, ça c'est normal, il aura des droits ailleurs. S'il accepte des fonctions ou des faveurs émanées d'un gouvernement non populaire, voilà, ça c'est l'article 5, si jamais on trahit pour un gouvernement non populaire. Et puis si on est condamné à des peines infamantes ou afflictives jusqu'à réhabilitation. On voit donc que la possibilité de réhabilitation existe. Donc les citoyens vont être vraiment les moteurs de ce pouvoir-là. Sachant que lorsqu'il y a un jugement, l'exercice des droits de citoyens est suspendu. Est-ce que tu peux nous lire quelques articles qui illustreraient ce... À vrai dire, je viens de lire l'article 5 et l'article 6, notamment sur l'exercice des droits des citoyens au moment où il se perd. Donc comme je l'ai dit, naturalisation en pays étranger, acceptation de fonctions de faveurs émanant d'un gouvernement non populaire ou condamnation à des peines infamantes afflictives. Bon, mais c'est possible d'être réhabilité. En tout cas, ce sont les citoyens qui vont véritablement posséder la souveraineté. C'est ça le plus important. Il faut bien comprendre que cette constitution reprend les idées de Jean-Jacques Rousseau que notamment Robespierre véhicule, et notamment ce qu'on retrouve dans l'article 7, parce que c'est quelque chose qui est pensé par Rousseau et tenté d'être appliqué par cette constitution, à savoir que le peuple souverain est l'universalité des citoyens français. Voilà, ça c'est l'universalité des citoyens français. Mais alors là, pour faire un parallèle avec la situation actuelle pour tous les hauts fonctionnaires qui trahissent, on ne parle pas du préfet de police avec sa grosse casquette, là, mais on parle en général. Ceux qui ont validé, par exemple, la vente des 300 tonnes d'or à l'Amérique, à bas prix, sous Sarkozy, etc. C'est pas Sarkozy qui va la vendre, c'est des hauts fonctionnaires, etc. Il y a des relais de pouvoir. Ça rentre dans ce cadre-là ? Ah oui, c'est une trahison. C'est une trahison parce que c'est le cadre de la nation. Et la souveraineté, si elle appartient au peuple, elle émane de la nation. D'ailleurs, à ce sujet, j'insiste sur ce point parce que l'article 21 de cette Constitution précise bien que la population est la seule base de la représentation nationale. Donc ça ne peut pas être des fonctionnaires qui échappent à tout ce qu'ils veulent. C'est une trahison. En cas de trahison, c'est jugement, c'est procès, et puis c'est perdre des droits de citoyens. Parce que, rappelons que la fonction est un devoir, on l'a dit tout à l'heure. Alors, qui dit trahison dit procès, mais donc dit justice. Mais quand la justice est aux ordres, comment ça se passe ? Est-ce qu'à l'époque, ils avaient travaillé sur cette problématique ? Comme c'est la guerre, faut avoir ça en tête. Bien sûr, il y a une réflexion sur la justice, on va en reparler après, sur la justice civile, sur la justice criminelle, sur le fait en particulier que ce sont les citoyens qui vont désigner en fait ceux qui vont être amenés à exercer la justice, notamment civile.
Pour la criminelle, il pouvait avoir peut-être davantage de professionnels. Mais sur la civile, très clairement, il y a une volonté de contrôle citoyen sur la justice pour pouvoir l'exercer pleinement et entièrement. Bon, maintenant c'est la guerre. Et en cas de guerre, il va y avoir une juridiction d'exception. C'est le tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire qui dépend du comité de sûreté générale. Bon, c'est le comité de police en fait. Mais il y a une réflexion sur comment à la fois rendre justice de manière, on va dire, proportionnée par rapport à l'acte commis avec une logique de réhabilitation. Et en même temps, quand on est dans la guerre et qu'il y a des ennemis qui veulent votre peau, à un moment donné, il faut se défendre. Le tribunal révolutionnaire a été mis en place pour ça, pour pouvoir juger les ennemis de la révolution et éviter des massacres à l'aveuglette. Donc là, on était sur le pouvoir législatif et la citoyenneté. Donc il y a des droits et des devoirs. Ça ne va pas que dans un seul sens. Toujours. Troisième partie sur la Constitution de l'an 1, du 24 juin 1793. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter dans cette partie-là? Moi, ce sur quoi j'avais insisté, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est vraiment la constitution la plus démocratique de l'histoire de France. On nous bassine toujours avec la constitution de la République, on précise jamais laquelle, on a bien cité celle de la 5e, mais j'insiste sur le fait que ce sont vraiment tous les hommes, certes pas les femmes, mais tous les hommes qui vont pouvoir exercer le pouvoir, qui vont pouvoir décider de la loi. Il faut savoir qu'il y avait à l'époque un député à raison de 40 000 individus. Ça donne quand même une idée du fait qu'il y avait un grand nombre de députés. Et pourquoi on a réduit le nombre d'individus représentatifs? Tout simplement pour pouvoir assurer un plus grand contrôle sur le député. Parce que 40 000 individus, ma foi, ça fait une commune, on va dire, moyenne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut interpeller directement le député en disant « mais qu'est-ce que tu as voté là, concrètement ?» Donc je pense que c'est ça, vraiment l'idée, c'est de réduire toujours à l'échelle la plus basse possible le pouvoir pour que les citoyens qui sont représentés et qui contrôlent leurs représentants à la Convention nationale, parce qu'on l'appelait comme ça à l'époque, puissent intervenir si ça ne va pas, et ils l'ont déjà démontré le 2 juin 1793. Merci. On va finir la vidéo, on va passer à la 4e vidéo, qui est l'exercice du pouvoir local et national, la balance, la répartition des pouvoirs entre l'échelon national et l'échelon local, toujours sur cette constitution de l'an 1. Merci citoyens, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Aou.